Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous aurez 2 petites minutes à nous accorder pour un projet? Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'est l'upcycling? Oui, c'est le fait de récupérer des choses et de faire d'autres choses avec ou de les rénover. Pas du tout, pas du tout. Et si je vous parle de revalorisation, de réemploi? Mieux déjà, mais c'est pas encore ça pour moi en tout cas. Ok, donc en fait le réemploi c'est redonner de la valeur à un objet ou à quelque chose qui est amené à être jeté pour pouvoir en faire quelque chose d'autre. D'accord, ok, très bien. Est-ce que vous êtes amené à en consommer ou à en faire de vous-même maintenant que vous savez ce que c'est? Pour être franc, l'idée est intéressante. Après, je suis pas suffisamment calé sur le sujet, voire même pas assez inspiré, je pense, pour faire quelque chose. Mais je trouve pas ça déconnant, loin de là même. J'en fais Et tu fais quoi du coup? des vestes, des bananes et parfois je recycle des pantalons aussi. Et est-ce que vous savez si à Poitiers c'est quelque chose qui est assez démocratisé ou pas du tout? J'espère. Moi, je suis pas dedans, mais j'espère en tout cas. Ouais, je pense que ce serait intéressant effectivement que ce soit un peu plus développé sur Poitiers. Ouais. Ok, et vous n'êtes pas fermé à l'idée de pourquoi pas plus tard en essayer ou en consommer ou acheter quelque chose d'upcyclé par exemple? Bien sûr, je vois pas comment on peut être contre en fait, dans l'idée. Non mais c'est vrai. Merci beaucoup. À une époque où la surconsommation et le gaspillage atteignent des sommets, la question de la valeur et de sa définition se pose avec une attention nouvelle. En effet, qu'est-ce qui fait qu'un objet a de la valeur? Est-ce une question d'utilité, de rareté, de beauté ou simplement de perception? L'upcycling, ou la revalorisation, redéfinit alors ces notions en transformant des objets et des biens délaissés en créations uniques et pleines de sens. Popularisé au début des années 2000 par des théoriciens comme Michael Braungart et William McDonough dans leur ouvrage Cradle to Cradle, l'upcycling dépasse le simple geste écologique. Il est un acte culturel et créatif qui invente à réfléchir à notre manière de consommer et de produire. Cette pratique pose également une critique profonde de notre économie linéaire basée sur le jetable en lui opposant une vision circulaire où chaque déchet peut devenir une ressource. Ce processus interroge alors directement notre rapport aux objets en définissant la valeur comme quelque chose qui peut être recréé, réimaginé et recontextualisé. Mais quelles en sont les motivations? Quelle forme prend-il? Comment participe-t-il à la réinvention de la valeur? Autant de questions que nous abordons pour comprendre pourquoi et comment l'upcycling s'impose comme une réponse à nos défis contemporains. La Regratterie, c'est une recyclerie associative et créative. On a été créé il y a 10 ans, en 2014. Le but, c'était de réunir des matières de réemploi, donc des choses qui allaient être jetées à la poubelle, pour qu'un collectif d'artistes puisse les transformer et faire de la création artistique. Au fil des ans, on a décidé d'ouvrir la matériothèque à un plus large public. D'abord les compagnies culturelles du territoire, et puis finalement on s'est rendu compte que monsieur et madame tout le monde également pouvaient être intéressés par un petit morceau de bois, un petit morceau de métal pour leur bricolage du quotidien ou leur création artistique. Et donc aujourd'hui la matériothèque est ouverte au grand public pour acheter des matériaux de réemploi à prix solidaire. Je viens à la Regratterie parce que c'est un espace où on trouve de tout, c'est hétéroclite, on peut trouver de l'outillage, on peut trouver des matériaux, du cuir, que moi j'achète régulièrement parce que c'est ce que je travaille. Et voilà, et puis l'accueil est sympa, on se sent bien, il y a plein de gens qui nous donnent plein de conseils pour plein de choses, donc voilà, c'est un lieu de rencontre et un lieu où on trouve tout ce qu'on peut avoir besoin. Alors moi, le cuir que je prends ici sert essentiellement à faire de la sellerie et de la bagagerie. Alors c'est pas mon métier, mais c'est un hobby, et c'est du cuir de très très bonne qualité, parce que ça vient, je crois, de gens qui font des canapés. Et donc c'est du cuir d'ameublement qui est très résistant, teinté dans la masse, et moi ça me convient parfaitement. Au-delà des prix solidaires qui sont appliqués à la matériothèque, la Regratterie œuvre dans le milieu social puisqu'on propose de l'accompagnement créatif à divers publics, notamment les jeunes sous main de justice. C'est la 3e année consécutive qu'on les reçoit dans nos locaux. Au fil des ans, on a décidé d'ouvrir un plus large public qui viennent s'essayer à nos savoir-faire, donc le travail du bois mais aussi le travail du métal. Le but pour eux, ça va être de découvrir des nouvelles façons de travailler et également, certains se trouvent une vocation, certains ont vraiment adoré notamment la soudure et ça leur permet d'imaginer un futur, un avenir auquel ils n'avaient pas pensé. Également, on reçoit d'autres types de publics. Cette année, on va proposer des accompagnements créatifs également à des détenus. On se rendra en prison pour faire des ateliers avec eux, mais ils pourront aussi sortir de la prison pour faire un ou deux ateliers dans nos locaux. On va également recevoir dans les ateliers de la Regratterie des jeunes sourds et malentendants, toujours pour un accompagnement créatif. Au-delà de ces publics-là, on est en relation constante avec un public de migrants, puisqu'on est accueilli par Audacia, qui héberge juste à côté de notre matériothèque des familles de migrants. Et donc ces migrants sont considérés de fait comme adhérents à la Regratterie et peuvent venir nous aider dans nos tâches quotidiennes. Pourquoi j'ai voulu devenir bénévole à la Regratte?
Eh bien, ça faisait un moment en fait que j'avais envie de faire du bénévolat et j'aimais bien en fait le système de upcycling. Donc je m'étais dit que ça valait le coup de le faire ici. Alors l'idée m'est venue d'être bénévole à la gratterie parce qu'en fait j'avais fait une initiation à la soudure. Et déjà j'avais bien aimé, j'avais découvert l'endroit. Et puis quand la gratterie a eu besoin d'un peu de renfort de bénévoles, il y avait un questionnaire quand on s'inscrivait à l'association, c'était est-ce qu'on pouvait donner du temps libre, ce qui était mon cas. Mes tâches principalement, actuellement, c'est surtout de la manutention et du rangement. Donc j'aide à chaque fois qu'il y a des arrivages de matériaux à les décharger, à trouver un endroit où les placer pour que ça gêne le moins possible. Nos tâches les plus récurrentes, c'est du tri, c'est de l'amélioration des espaces, de l'optimisation et des récupérations aussi. C'est les principales tâches. L'upcycling, oui, ça me parle dans le sens où tout ce que je peux transformer, tout ce que je peux récupérer, j'essaye. Actuellement, je suis pas forcément le gars le plus bricoleur, donc c'est pour ça que je viens ici aussi pour apprendre 2-3 ficelles pour pouvoir faire ça en fait dans mon quotidien. Les limites, encore une fois, c'est la place, le temps aussi et le temps humain, puisque aujourd'hui, les ressourceries et recycleries sont des petites structures qui sont généralement gérées par un petit groupe de personnes, et c'est le cas à la regratterie. On est 4 salariés de service civique et une trentaine de bénévoles, mais avec un lieu plus grand et plus de matière, il faudrait être un peu plus nombreux aussi pour pouvoir gérer toutes les matières qu'il y a à traiter. Alors dans ma démarche créative, en fait, j'utilise beaucoup de déchets déjà, et j'essaye d'avoir une démarche avec une empreinte carbone la plus faible possible. Et j'ai découvert sur internet des artistes qui créaient, et notamment en Amérique du Sud, avec des coquilles d'œufs. Et je me suis lancé dans ce travail de recherche pour trouver la recette. Parce que j'avais des ingrédients, de l'eau, de l'alginate, un extrait d'algue, de la coquille d'œuf, et puis j'ai travaillé pendant 6 mois pour trouver ma recette. Quand j'ai obtenu la pâte que je voulais, je me dis qu'est-ce que je vais faire avec. Et comme déjà dans mon autre activité créatrice, je travaille avec le plâtre, et donc j'ai fait des moules en plâtre d'objets pour faire donc des formes particulières, des formes de vases, des formes d'œufs, des formes de différentes formes. Premier défi, c'est trouver des coquilles, suffisamment de coquilles. Et là c'était compliqué parce que beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire utilisent des œufs sans coquilles. Et là, j'ai découvert un marché incroyable d'entreprises qui s'appellent des casseries et qui cassent les œufs et pour fournir donc à l'agroalimentaire donc les œufs en vrac. Et en fait, ces entreprises ne fournissent pas des coquilles ne fournissent ces coquilles qu'aux industriels et pas aux particuliers comme moi. Donc j'ai demandé à mon entourage, j'ai demandé à la boulangerie de mon quartier qui me fournissent quelques coquilles, et le ravitaillement de mes coquilles est suffisant pour ce que je fais. Donc le second défi, où et comment vendre mes objets. Et là c'est un peu plus compliqué parce que c'est absolument personne ne connaît ce genre de produit, et ça ressemble à de la céramique, mais c'est pas de la céramique. Alors moi j'appelle ça de la biocéramique. Et le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mettre d'eau dans ces objets. On peut mettre que des fleurs séchées, ou alors j'ai fait des photos forts, donc on peut mettre évidemment des petites bougies. Et aujourd'hui, la vente est quand même pas au rendez-vous, mais je viens juste de commencer depuis le mois de septembre. J'en ai vendu, mais pas à hauteur de ce que j'attendais. Au niveau récup, je fais des petits sacs pour enfants avec le prénom de l'enfant, donc qui peut être personnalisé. Je fais des charlottes alimentaires, je fais des lingettes, je fais des sacs à fruits. Je fais aussi des bandeaux pour les personnes qui ont eu des cancers, des petits bonnets. Quand il me reste des bouts de tissu, je fais des coussins également, et puis plein de sacs. Dès mes venues, déjà, il m'est impossible de jeter un bout de tissu. C'est maladif. Peut-être que je consulte d'ailleurs. Mais et aussi, vu la conjoncture actuelle où la vie devient difficile et que l'on jette beaucoup trop de choses. Alors après, il y a les vêtements, mais je récupère aussi des tissus neufs. Alors par exemple, là, comme mon activité première avant de faire des petites choses là, que j'ai montrées tout à l'heure, je suis tapissière. Et ça par exemple, c'est des collections que l'on achète pour montrer aux clients, pour acheter des tissus, mais les collections se périment. Donc après, une fois que c'est périmé, qu'on ne peut plus avoir les tissus, ça se jette. Donc je récupère et je fais ce style de fauteuil.
C'est un patchwork que j'ai fait avec ce style de catalogue. Je suis en train de faire des petites bandes pour faire une panière à linge ou pour mettre autre chose. Je fais des rajouts bout à bout, donc effectivement ça prend du temps, mais ça évite que le déchet. Je peux faire aussi des charlottes alimentaires, donc là c'est plein de morceaux rajoutés, et là pareil c'est que de la récup. Alors je m'éclate beaucoup à faire ce style de choses, même si ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce que je préfère faire. Moi, un vulgaire sac rectangulaire avec un tissu uni, j'ai aucune passion à le faire. Moi, il faut qu'il y ait de la difficulté pour que ça me passionne. Mais alors après, pour vendre, c'est très difficile parce que les gens ne se rendent pas compte du travail effectué. Beaucoup de gens veulent du Made in France avec des prix Made in Chine. Poitiers, je pense que se développe au niveau de la récupération, style la régratterie, Emmaüs. On peut trouver beaucoup de choses au lieu d'acheter dans un magasin neuf. On trouve de la ferraille, on trouve pour moi du bois pour faire des tasseaux, de la ferraille pour faire des cavaliers pour fixer mes ressorts, donc c'est génial. Alors, l'Office de tourisme de Grand Poitiers s'est questionné en fait sur un positionnement, parce qu'on cherche toujours un positionnement pour un territoire. Et donc on a fait des études et naturellement l'agence qui nous accompagnait nous a parlé de l'UDI et également de l'upcycling, puisque en fait Grand Poitiers vraiment le passé est un terreau pour le futur avec plein de bâtiments. Oui, par exemple, on parlait du palais. Le palais à Poitiers était le palais notamment de l'Aliénor d'Aquitaine. Et très longtemps, il était palais de justice. Et depuis quelques années, la mairie a fait le choix de racheter le palais. La justice est partie dans un autre bâtiment. Et depuis, il y a des projets avec des expositions, avec des événements culturels par exemple, avec des projets de restauration. Et donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on fait d'un monument incontournable, historique. Est-ce qu'on en fait juste un simple musée qu'on visite, point, on laisse en l'état, où on ne touche rien? Ou est-ce qu'on essaie de pousser la chose en respectant le lieu, bien évidemment, mais en faisant quelque chose de vivant? Par exemple de la ville de Chauvigny, qui comporte 5 châteaux datant du Moyen-Âge, et dont l'ancien château des Évêques, de créer un lieu avec des spectacles pour des oiseaux, les géants du ciel. Et donc il y a eu cette réflexion, et ça marche très très bien. Je voulais aussi vous parler de l'exemple peut-être caractéristique du centre commercial des Cordeliers. Quand on a commencé à le construire, on s'est rendu compte qu'il y avait une chapelle magnifique qui se trouvait là. Et donc là, bien sûr, la question s'est posée, là encore, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit le passé, futur, présent, économie ou patrimoine? On a gardé les vestiges, tout a été restauré, et en même temps, on a fait un lieu commercial majeur de la ville. On se rend compte que les gens s'intéressent parce qu'ils n'ont pas envie que leur patrimoine s'en aille, mais ils ont aussi envie de modernité, donc comment on peut allier les deux, et c'est là-dessus que nous on parle d'upcycling en fait, de bâtiments. Une chapelle qui devient un restaurant, des prisons qui sont devenues des hôtels. Pour les touristes, il y a une expérience aussi, ça peut être très sympa. De toute façon, c'est une tendance générale, on ne va pas se mentir, on a des ressources qui sont limitées, on le sait de plus en plus, la Terre il n'y en a qu'une. Donc je pense que c'est une prise de conscience globale à ce sujet-là. Il y a un petit peu de tout le monde qui est intégré dans cette discussion-là en amont, il y a de l'écoute aussi après, pour rectifier le tir, ça peut arriver des fois. On peut toujours réajuster et s'améliorer, justement upcycler, même ce qu'on fait, on peut l'upcycler tout le temps, en permanence. Il n'y a pas de fin et c'est justement ça qui est intéressant. Et il y a des pays qui sont peut-être moins en pointe sur ces thèmes-là d'upcycling, de préservation du patrimoine. Et il y a des échanges qui se font avec des délégations qui viennent par exemple de là-bas, qui voient nos bâtiments, qui voient ce qu'on en a fait. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'avenir. Je parlais tout à l'heure des échanges, du dialogue, et on y est là encore à notre échelle, mais aussi de façon internationale, parce qu'une seule planète, donc on a intérêt à tous se serrer les coudes pour aller dans le bon sens. En donnant une seconde vie aux objets, nous ne transformons pas seulement des déchets en trésors. Nous redéfinissons la notion même de valeur. Car qu'est-ce que la valeur, sinon ce que nous choisissons collectivement d'estimer? Alors que notre planète suffoque sous le poids de notre excès, l'upcycling nous offre une leçon puissante. La valeur ne réside pas uniquement dans la nouveauté, la rareté ou le luxe, mais également dans notre capacité à voir le potentiel inexploité de ce qui nous entoure. L'objet transformé acquiert une double valeur, celle de son histoire passée et celle de sa renaissance. À travers ce documentaire, nous avons découvert que chaque objet délaissé renferme une valeur cachée qui n'attend que d'être révélée. Les artisans et créateurs que nous avons rencontrés sont des alchimistes modernes de notre société de consommation. Ils transforment le sans valeur en précieux, le jetable en désirable. Ce film est notre manifeste pour une révolution des valeurs. Dans un monde où tout semble avoir un prix, nous avons oublié la vraie valeur des choses. Mais la question qui se pose maintenant est cruciale. Dans 100 ans, que vaudront nos choix d'aujourd'hui ?